Un trou noir. Nous pouvons l'imaginer sans mal grâce aux représentations existantes. Vortex géant ou disque noir, cernés d'effets lumineux tous plus ou moins spectaculaires. Ces représentations communes sont souvent inexactes, voire fantaisistes, comme nous allons le voir avec Alain Riazuelo. Nous allons faire avec lui un voyage vers un trou noir et nous approcher au plus près, jusqu'au bord et même au-delà. Mais avant de démarrer ce voyage fabuleux, une première question. Alain, qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir, c'est une région de l'espace où règne un champ gravitationnel tellement fort que rien ne peut s'en échapper. Ni un objet matériel, ni une fusée qui serait équipée d'un moteur très puissant, ni même un rayon lumineux. Donc cette région, du fait qu'on ne peut pas en sortir et du fait que la lumière ne peut pas en sortir, on l'appelle très naturellement trou noir. Alors, il y a deux classes de trous noirs qui sont identifiées dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui sont donc ces cadavres d'étoiles qui parsèment toutes les galaxies, et dont le nombre est probablement élevé, même si on ne le connaît pas bien exactement. Ça veut dire qu'ils sont nés d'une étoile, c'est ça ? Voilà. Une étoile en fin de vie a toujours tendance à se contracter, et dans certains cas, cette contraction est telle qu'on atteint une situation critique où le champ gravitationnel est tel que l'objet se transforme en trou noir. Et la difficulté, c'est que on ne connaît pas bien au-delà de quelle masse une étoile donne lieu à un trou noir, et on ne connaît pas bien la proportion de ces étoiles massives qui existent dans notre galaxie. Donc le nombre exact de ces trous noirs, on ne le connaît pas bien, mais il se compte quand même en dizaines, voire en centaines de millions. C'est petit par rapport au nombre total d'étoiles de notre galaxie, qui se compte en centaines de milliards, mais c'est un nombre qui est quand même non négligeable. Est-ce qu'il y a des trous noirs près de nous ? Alors dans notre galaxie, on connaît une petite vingtaine de trous noirs. C'est un nombre assez petit. Et ce nombre, il est petit non pas parce que les trous noirs sont rares, mais parce que c'est assez difficile de les mettre en évidence. Est-ce qu'on pourrait transformer notre Soleil en trou noir ? Alors notre Soleil n'est pas assez massif pour se transformer en trou noir. Ceci dit, pour donner un ordre de grandeur de ce qu'est un trou noir, pour transformer le Soleil en trou noir, il faudrait qu'on arrive à comprimer toute sa masse dans un rayon de quelques kilomètres, à peu près 3 kilomètres. Donc c'est très difficile de faire un trou noir à partir d'une étoile parce que ça nécessite de comprimer l'étoile, ou en tout cas le cœur de l'étoile, jusqu'à des densités fantastiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque centimètre cube du Soleil pèse quelque chose comme 1 milliard de tonnes pour que le champ gravitationnel qui règne alors soit suffisant pour que cet objet devienne un trou noir. Est-ce qu'il existe des trous noirs géants ? Alors, en plus de la plupart de ces trous noirs qui sont le résultant de la mort d'une étoile massive, il semble que dans chaque galaxie, ou en tout cas dans chaque galaxie massive, il existe un trou noir géant qui soit en son centre. Mais dans la réalité, est-ce qu'on est sûr qu'ils existent vraiment, ces trous noirs ? Alors, c'est quelque chose qui a été très longtemps débattu, puisque le concept même de trou noir est très vieux. Il a été proposé à la fin du XVIIIe siècle par deux personnes, qui étaient un Français qui s'appelait Laplace et un Anglais qui s'appelait Mitchell. Mais la théorie des trous noirs telle qu'on la connaît, elle est née en 1916. Juste après la relativité générale, une des premières applications de la relativité générale, en fait, a été de trouver ce qu'on ne savait pas encore à l'époque, qui décrivait un trou noir. Et ça a été extrêmement débattu à cette époque-là. Et Einstein, par exemple, était assez réticent à cette idée, parce qu'il trouvait ces objets trop bizarres, finalement, pour accepter facilement leur existence. Alors évidemment, depuis plus de 80 ans, les choses ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, on a énormément d'indications sur l'existence des trous noirs. Alors les trous noirs sont des objets qui sont extrêmement petits, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de les imager parce que ce sont des objets petits qui sont très loin. Le plus gros trou noir, ou en tout cas le trou noir qui, vu depuis la Terre, apparaît le plus gros, il est tellement petit que ce serait beaucoup plus facile d'imager un des vaisseaux Apollo qui est posé sur la Lune que de voir ce trou noir.
Ceci étant, on peut repérer des trous noirs par l'influence qu'ils ont sur l'environnement. Et l'image la plus convaincante, en tout cas la plus saisissante de ça, elle se situe dans notre propre galaxie. Si on regarde à l'endroit qui correspond au centre exact de notre galaxie, on voit une région où il y a énormément d'étoiles. Donc cette région où il y a énormément d'étoiles, elle ne peut s'expliquer que si on suppose qu'il y a une masse très importante au centre. Or la masse qu'il faut pour expliquer la présence de toutes ces étoiles est largement supérieure à la masse des étoiles que l'on voit. Donc on a une première indication qu'il existe un objet sombre et très massif au centre de notre galaxie. Mais en fait on peut faire beaucoup mieux, c'est-à-dire que on peut regarder vraiment le plus près possible du centre et voir les étoiles qui sont près du centre. Et quand on fait ça, on voit tout un ensemble d'étoiles qui sont animées de mouvement et qui semblent être en orbite autour du centre de la galaxie qui est cette croix rouge ici. Est-ce qu'elles orbitent aussi rapidement que cela? Alors ça c'est un ensemble de clichés qui a été pris sur 15 ans. Donc évidemment, en vrai, elles mettent 15 ans à avoir cette trajectoire. Mais connaissant la trajectoire exacte de ces étoiles, on peut déterminer quelle doit être la masse qu'il faut mettre au centre pour expliquer ces trajectoires. Et cette masse-là, quand on l'évalue, on obtient une valeur qui est de l'ordre de 3,5 millions à 4 millions de fois la masse du Soleil. Or, vous voyez que individuellement, les étoiles, on les voit. Or, la région centrale, elle ne brille pas. Donc on a un objet qui est plusieurs millions de fois plus massif que ces étoiles et qui est largement moins lumineux. Et c'est donc ça, le cœur de notre Voie lactée. Voilà, le cœur de notre galaxie, c'est ça. Elle est occupée par un trou noir géant. Est-ce qu'on peut s'approcher d'un trou noir? Alors s'il y a un trou noir à côté, oui, on peut s'en approcher. Malheureusement, les trous noirs qu'on connaît sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse espérer, dans un temps raisonnable, leur rendre visite. Alors par contre, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est simuler ce que verrait un voyageur courageux ou imprudent qui s'approcherait d'un trou noir. Et on peut le faire parce qu'on connaît toutes les lois de la physique qui permettent de décrire ce qui se passe au voisinage d'un trou noir. C'est précisément le travail que vous avez réalisé. Voilà, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire l'influence de ce champ de gravitation énorme du trou noir sur son environnement et sur ce que l'on voit explicitement quand on est au voisinage de ces objets. Cette simulation, elle repose sur des équations de la relativité générale? Voilà. Aujourd'hui, les lois de la gravitation qui régissent le mouvement de tous les objets célestes, la structure des étoiles, cette théorie, c'est la théorie de la relativité générale qui a été découverte par Albert Einstein il y a bientôt un siècle. Et cette théorie prédit l'existence des trous noirs et permet d'expliquer leur structure détaillée et l'influence qu'ils ont sur leur environnement. Dans cette simulation, vers où allons-nous nous diriger? Alors on va supposer qu'il existe un trou noir assez massif qui est situé dans la direction de l'étoile Epsilon Eridani. Pourquoi Epsilon Eridani? Alors pourquoi? Parce que c'est une étoile assez proche du Soleil, elle est à quelque chose comme 8 ou 10 années-lumière du Soleil, donc c'est la banlieue proche du Soleil, et de ce fait c'est une étoile très connue parce que beaucoup d'ouvrages de science-fiction s'y réfèrent, et par exemple dans Star Trek, c'est une étoile qui a été présentée à une époque comme étant le lieu de naissance de Monsieur Spock. Dans un premier temps, on va simplement voir, alors que le trou noir est encore trop loin pour être visible, ce qui se passe quand on accélère à des vitesses extrêmement élevées. Élevé, c'est-à-dire très proche de la vitesse de la lumière? Voilà, mettons 99% de la vitesse de la lumière, ce qui est quasiment le maximum auquel on peut aller, puisque les lois de la physique nous disent qu'on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière et au-delà dès qu'on a une certaine masse. Si nous étions astronautes de ce voyage, est-ce que nous pourrions survivre à cette accélération? En principe, non, parce que l'accélération serait tellement violente qu'on ressentirait exactement la même chose que quand on se heurte à un mur ou n'importe quel obstacle et où on est décéléré très violemment. En fait, l'accélération qu'on subit est telle qu'en principe, le corps humain serait instantanément détruit par la violence du choc qui serait ressenti. Donc, on va supposer, puisqu'on suppose déjà qu'on peut aller à la vitesse de la lumière ou peu sans feu, qu'on a aussi une technologie qui permet de protéger les organismes et de se rendre sans trop de risques à de grandes distances sans être écrasé par cette accélération.
La chose qui frappe le plus quand on commence ce voyage, c'est que, alors qu'on s'approche de l'étoile Epsilon Eridani, tout le décor qui est autour, c'est-à-dire toutes les constellations comme Sirius, Orion, le Taureau, l'ensemble du ciel semble se rétrécir dans la direction où on va. Alors ça, c'est un résultat assez surprenant, puisqu'on aurait tendance à dire, si ces objets deviennent plus petits, on est en train de s'en éloigner. En fait, c'est le contraire, et le phénomène qui se passe, on l'appelle l'aberration de la lumière, et c'est exactement le même phénomène auquel on assiste sur une autoroute quand on est en voiture, et que la pluie tombe. Quand on est immobile, la pluie tombe à la verticale, et à mesure que l'on va de plus en plus vite, la direction apparente de chute des gouttes d'eau, c'est plus la verticale, mais c'est une direction qui bascule peu à peu vers l'avant de nous. Et qu'on va vraiment très vite sur l'autoroute, on a quasiment l'impression que la pluie tombe à l'horizontale. Et ce qui est vrai pour la pluie est également vrai pour la lumière. Et donc on a cette impression étrange que les objets qui sont situés essentiellement sur le côté passent devant nous, tout simplement parce que la direction apparente de la lumière qu'ils émettent change à mesure que nous allons de plus en plus vite. Et là, par exemple, on voit un anneau. Est-ce que c'est la Voie lactée? Alors, cet effet d'aberration, il est tellement important que même la Voie lactée qui traverse tout le ciel et qu'on ne peut donc pas voir en totalité si on regarde dans une direction donnée, et bien même la Voie lactée, elle va peu à peu intégralement passer vers l'avant de notre champ de vision. Et même s'il y a des régions de la Voie lactée qui sont quasiment à l'opposé de l'étoile Epsilon Eridani, au bout d'un moment, ces régions de la Voie lactée vont passer devant nous. Ça pourrait presque nous servir de rétroviseur. Oui, d'une certaine façon, quand on va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, la quasi-totalité de ce qui est autour de nous a l'air situé devant nous. Et donc, d'une certaine façon, on voit presque toutes les directions qui sont derrière nous. Il n'y a que le point qui est situé exactement derrière nous qui n'est évidemment pas accessible. La couleur des étoiles change également. Oui, alors ça c'est un effet qu'on connaît mieux et avec le son, on appelle ça l'effet Doppler. Quand une ambulance ou une voiture de police s'approche de nous, le son de la sirène est un peu plus aigu. Quand elle s'éloigne de nous, le son est un peu plus grave. Et il se passe essentiellement la même chose pour la lumière, c'est-à-dire que la couleur de la lumière change légèrement selon que l'on s'approche ou que l'on s'éloigne de la source lumineuse. Et quand on s'approche d'une source lumineuse, elle devient en général moins rouge et plus bleue. Donc on parle de décalage vers le bleu, de décalage vers le rouge quand on s'éloigne de la source. Et donc non seulement la lumière change de couleur, elle est de plus en plus bleutée, mais en plus elle est de plus en plus lumineuse, puisque comme on s'approche d'une région qui émet de la lumière, on reçoit beaucoup plus de lumière qu'avant, puisqu'on va vers ce flux de lumière. À mesure que l'on s'approche de la vitesse de la lumière, on a le fond du ciel qui est de plus en plus distordu par rapport au fond du ciel que l'on connaît, à tel point que quand on s'approche vraiment proche de la vitesse de la lumière, on ne reconnaît plus rien. Soit on regarde dans une direction un peu différente de celle où on va et on a un fond du ciel qui est extraordinairement sombre, soit on regarde dans la direction où on va et cette fois on a un fond du ciel qui est extraordinairement lumineux au point qu'on n'arrive plus rien à distinguer. Derrière nous, si on se retournait, ce serait totalement noir. Derrière nous, ce serait extrêmement sombre. Si on regardait le début de la phase d'accélération, on verrait les étoiles devenir de plus en plus sombres, devenir un peu plus rouges, c'est-à-dire que d'une couleur blanc bleuté, elles deviendraient peu à peu orangées puis rouges, et puis au bout d'un moment, elles disparaîtraient parce qu'elles deviendraient trop peu lumineuses pour que notre œil arrive à les voir. Là, nous arrivons à destination du trou noir. Voilà, donc notre voyage a pris fin, on a décéléré, et comme on ne s'est pas trop éloigné du système solaire, on retrouve les mêmes étoiles à peu près aux mêmes positions qu'au départ de notre voyage. Sauf que maintenant, dans le lointain, on voit une petite région sombre qui se détache sur le fond lumineux. Donc comme attendu, le trou noir, la première chose que l'on remarque, c'est cette région parfaitement sombre qui se détache sur ce fond étoilé légèrement bleuté. Il se passe des choses étranges autour du trou noir. Alors oui, évidemment, un trou noir, c'est pas juste un objet, un cache parfaitement noir qui serait situé devant une image. Comme le trou noir est muni d'un champ gravitationnel très intense, il empêche la lumière de s'échapper quand elle est dedans, mais il affecte aussi la trajectoire de la lumière qui passe dans son voisinage.
Et donc, au voisinage du trou noir, ce que l'on voit, ce sont des rayons lumineux qui sont passés très près du trou noir, et qui donc n'ont pas voyagé en ligne droite comme de coutume, mais qui ont été significativement déviés. Un trou noir défléchit tellement la lumière que un rayon lumineux peut faire le tour d'un trou noir, ou peut faire un demi-tour d'un trou noir. Et donc quand vous regardez un trou noir, vous allez voir évidemment les objets qui sont plus ou moins derrière lui, mais vous allez aussi voir les objets qui sont derrière vous, dont les rayons lumineux sont passés de derrière vous à devant vous, ont fait un demi-tour autour d'un trou noir, et sont parvenus jusqu'à vous de cette façon-là. Alors pour bien voir ce qui se passe aux abords du trou noir, on va dans un premier temps enlever les étoiles et mettre une sorte de mire pour bien voir les distorsions causées par le trou noir. Donc en l'absence de trou noir, on voit notre mire avec une sorte d'effet de damier. Et si maintenant on met un trou noir, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que les régions qui sont assez loin de la direction du trou noir ne sont pas spécialement affectées, c'est-à-dire qu'on reconnaît à peu près la mire de départ. Par contre, il se passe beaucoup de choses dans la région centrale. Et si on compare en fait ces deux images, l'image sans trou noir et avec trou noir, on se rend compte que le centre de l'image a été d'une certaine façon repoussé dans toutes les directions, non seulement par la silhouette du trou noir qui se détache en avant-plan, mais en plus que autour de cette silhouette-là, il y a toute une région de notre mire qui n'était pas accessible au départ. En fait, au départ, ce cercle-là, ici, c'était en fait un seul carré qui était celui-là. Et donc le trou noir est apparu au milieu de ce carré, et en plus du trou noir est apparue toute une région fortement distordue de la sphère céleste. Et cette région-là, elle correspond aux directions d'où sont issus les rayons lumineux qui sont passés très près du trou noir, et comme ils sont passés très près du trou noir, ils ont été fortement défléchis, et ils ont fait éventuellement plusieurs fois le tour du trou noir avant de parvenir jusqu'à nous. Et qu'est-ce que cela donnerait avec un ciel étoilé? Alors sur un ciel étoilé, on verrait essentiellement deux zones distinctes, c'est-à-dire que tant que l'on regarde dans des directions assez éloignées de celle où est situé le trou noir, on reconnaît la sphère céleste, si ce n'est qu'elle va être légèrement distordue par la présence du trou noir. Et par exemple, on reconnaît bien le disque de la Voie lactée avec le centre galactique, mais le disque il est légèrement voilé parce que le trou noir a, d'une certaine façon, légèrement distordu cette image d'arrière-plan. Maintenant, si on regarde beaucoup plus près du trou noir, on voit en fait une seconde image de la Voie lactée. Et si on regarde bien, en fait, on voit une seconde image de toutes les étoiles qu'on voit. Par exemple, Antares qui est ici a une image secondaire qui est là. Et cette image secondaire, elle vient du fait que non seulement on reçoit un rayon lumineux qui vient d'Antares directement et qui va jusqu'à nous en passant loin du trou noir et donc sans être beaucoup défléchi, mais il existe aussi des rayons lumineux qui vont passer derrière le trou noir avant d'arriver jusqu'à nous. Et nous, ce que l'on voit, c'est une seconde image de cette étoile dans la direction d'où nous parvient le rayon lumineux après déflexion, c'est-à-dire ici. Et peut-on voir plusieurs images fantômes, d'autres? Alors oui, bien sûr, si on s'amuse à zoomer sur la région la plus interne, on se rend compte que sur le bord de la silhouette du trou noir, il y a une sorte de halo lumineux. Et ce halo lumineux, c'est une seconde image fantôme de la Voie lactée. Si on zoome encore plus, on se rend compte que cette seconde image fantôme n'est pas collée à la silhouette du trou noir comme on pouvait le croire au départ. Elle en est en fait légèrement décalée, et si on zoome dans ce petit espace, on se rend compte que on va voir une troisième image fantôme de la Voie lactée qui elle-même va se détacher de la silhouette, et si on zoome encore plus, on va voir une quatrième image fantôme apparaître, et une cinquième, et ainsi de suite. Jusqu'à l'infini? Et donc, il y a une infinité de ces images qui sont de plus en plus distordues, de plus en plus proches du trou noir, de moins en moins lumineuses, mais qui existent, et si on a les moyens de zoomer aussi fort que ça, on va les voir.
Peut-on rester immobile face à ce trou noir? Alors on peut rester immobile, mais comme le trou noir nous attire, pour rester immobile, on va devoir dépenser beaucoup d'énergie. Donc pour rester au voisinage du trou noir sans dépenser d'énergie, le plus simple c'est de faire la même chose qu'on fait avec un satellite autour de la Terre, c'est-à-dire qu'on se met en orbite, et on va avoir une trajectoire, par exemple circulaire, autour du trou noir, sur laquelle on peut rester à peu près indéfiniment. N'est-ce pas dangereux? Alors tant qu'on est loin du trou noir, c'est pas dangereux, parce que le champ gravitationnel loin d'un trou noir, c'est exactement le même que celui d'une étoile qui aurait la même masse. Par exemple, nous sommes à quelle distance? Pour savoir à quelle distance on est, en fait, il faut regarder à quelle vitesse on tourne autour du trou noir, et ça permet de déduire la masse du trou noir et la distance. Donc ici, on a une distance de à peu près 2 millions de kilomètres d'un trou noir qui fait quelques dizaines de milliers de fois la masse du Soleil. Et les effets que l'on voit autour du trou noir sont toujours liés à la déflexion? Donc c'est toujours pareil. S'il n'y avait pas de trou noir, ou si à la place de ce trou noir, on avait un objet de même taille mais beaucoup moins massif, qui ne causerait pas de déflexion, on verrait les étoiles transiter tranquillement de la gauche à la droite de l'écran, tout simplement parce que comme on est en orbite autour du trou noir, en regardant vers le trou noir, on voit le paysage défiler parce qu'on est en train de tourner. Mais comme il y a ce trou noir, il y a ces effets de déflexion, et les étoiles, au lieu de transiter suivant une ligne horizontale ici, tout se passe comme si elles essayaient d'éviter le trou noir dans leur trajectoire apparente. Et ça, c'est explicitement les effets de déflexion, avec les effets de démultiplication des images, d'amplification des images, c'est les effets de l'antigravitationnel, et donc on retrouve tout ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que cette fois on est en orbite et c'est une trajectoire qui est parfaitement réaliste. Est-ce que nous voyons actuellement, c'est bien la Voie lactée? Alors, on est en orbite sur un plan qui correspond au plan de la Voie lactée. Donc la bande marron-jaune qu'on voit ici, c'est la Voie lactée. Et ici, le trou noir passe devant, enfin c'est plutôt nous qui passons devant le centre galactique, qui est fortement déformé, dont on voit la luminosité considérablement amplifiée, puisqu'au lieu d'être un petit bulbe, toute la luminosité est éclatée sur toute cette région annulaire, et on voit la Voie lactée en arrière-plan, et on voit à nouveau des images multiples avec ici la Voie lactée et ici sa première image fantôme. Et même quand la Voie lactée va sortir de l'écran, c'est-à-dire qu'on va regarder dans une direction assez différente du centre galactique, on va encore voir le centre galactique par son image fantôme ici. Et pendant toute l'orbite, on peut suivre le centre galactique alors que sa vraie image est très loin de la direction où on regarde. Peut-on s'approcher encore plus de ce trou noir? Alors bien sûr, on peut s'amuser à user son orbite pour s'approcher plus près. Et donc par exemple, si on part d'une orbite circulaire, si on s'approche du trou noir, on va le faire en deux phases. On va d'abord freiner sur son orbite, et on va avoir une orbite elliptique, c'est-à-dire une orbite où on s'approche du trou noir à grande vitesse, et on s'éloigne, et où on ralentit, et ainsi de suite. Et donc ce que l'on voit est la chose suivante. On a des périodes où on s'approche du trou noir et où il devient de plus en plus gros, et d'autres où on s'éloigne. Dans les phases où on s'éloigne, le fond étoilé devient beaucoup moins lumineux puisqu'on s'éloigne, donc il y a ces effets de décalage vers le rouge et de réduction du flux lumineux. Et quand on s'approche du trou noir, c'est le contraire, on s'approche du trou noir mais aussi des étoiles qui sont en arrière-plan, donc leur lumière est plus bleue et beaucoup plus intense. Donc on ne va pas tomber dedans? Pour l'instant, on ne tombe pas dedans puisque là on vient d'en sortir. Et une fois que, au bout d'un cycle, on a réussi à s'en échapper, on peut continuer cette orbite indéfiniment, on ne va pas se mettre subitement à tomber dedans. Nous avons frôlé le trou noir et nous n'avons subi aucune perte. Pour l'instant, nous n'avons subi aucune perte parce que nous sommes restés à distance respectable. Ceci étant, si on s'approche trop près d'un trou noir, on risque de sentir l'intensité du champ gravitationnel du trou noir, non pas parce que il est intense, mais parce qu'il varie beaucoup sur des petites distances. Et donc un astronaute qui plongerait la tête la première vers un trou noir sentirait sa tête plus attirée
par le trou noir que ses pieds et donc aurait une sensation très désagréable d'étirement. Et selon la masse du trou noir et selon la distance d'approche minimale, il risquerait même d'être complètement déchiré par ces effets gravitationnels. Imaginons que je fasse du saut à l'élastique et que je me laisse tomber vers le trou noir. Que se passerait-il? Alors il y a deux réponses possibles. La première, est-ce qu'on pourrait s'amuser à entrer dans le trou noir et utiliser l'élastique comme force de rappel pour sortir? Alors ça marche pas. Ça marche pas parce que le champ gravitationnel est tellement intense que quel que soit le matériau dans lequel est fait notre élastique, il va casser. Donc à partir du moment où je suis à l'intérieur du trou noir, si on essaie de tirer l'élastique, de toute façon, il va casser au bout d'un moment. Maintenant, il y a une autre possibilité qui est différente, où cette fois on s'amuserait à se faire attacher à une sorte de treuil et où l'on voudrait s'approcher aussi près que l'on veut de la limite du trou noir. Alors dans ce cas-là, il se passerait quelque chose d'extrêmement étrange, c'est que à mesure que l'on s'approche du trou noir tout en restant à l'extérieur, on verrait la silhouette sombre du trou noir d'une part commencer à emplir la moitié du ciel, comme ça se produirait si on se posait à la surface d'un objet solide, mais ensuite commencer à nous envelopper nous, et peu à peu la région du ciel où on ne verrait autre chose que le trou noir, c'est-à-dire on verrait le fond étoilé, serait concentrée en un trou, ou une région circulaire de plus en plus petite qui serait au-dessus de notre tête. Donc tout en étant à l'extérieur du trou noir, on aurait cette impression étrange et assez désagréable d'être littéralement enveloppé par cet objet, signe que on est dans une région où les rayons lumineux sont tellement déviés que un rayon lumineux qui initialement arriverait à l'horizontale par rapport à la surface du trou noir, en fait serait défléchi et arriverait par-dessus, et on le verrait arriver par le haut. Finalement, nous sommes passés très très rapidement près de ce trou noir, et même si je sais que c'est très dangereux, est-ce qu'on peut encore s'en approcher plus? Alors on peut s'en approcher plus, mais on entre dans une région où les orbites sont extrêmement instables. C'est-à-dire qu'une petite erreur de trajectoire peut nous coûter la vie, puisqu'on peut décrocher très brutalement de notre orbite et tomber dans le trou noir. Alors si cependant on a une bonne trajectoire initiale, on peut s'approcher beaucoup plus près du trou noir, mais évidemment ça nécessite d'arriver très vite sur le trou noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de très loin pour acquérir une grande vitesse lors de cette chute assez longue sur le trou noir. Et cette grande vitesse nous permet, si évidemment on fait l'effort de ne pas tomber droit dessus mais légèrement sur le côté, elle nous permet de rester autour pendant quelques temps avant de repartir. Donc là, à la distance d'approche la plus courte, on est à 2 fois le rayon du trou noir, ce qui est extrêmement court. Et on va extrêmement vite, ce qu'on voit là, puisque le fond du ciel est extrêmement lumineux, et on va ici à peu près 70% de la vitesse de la lumière. Et on a fait combien de tours du trou noir? Alors là, on a fait à peu près 3 tours, quelque chose comme ça, ce qui est aussi quelque chose de surprenant, c'est-à-dire que si on utilise les lois de la gravitation universelle qu'on connaît, dans ce genre de trajectoire, on ne devrait faire qu'un demi-tour. Mais ici, la structure du champ de gravitation du trou noir est différente de celle prédite par la gravitation universelle, puisqu'elle est décrite par la relativité générale, et donc elle nous permet en fait d'avoir une orbite où on est quasiment en orbite circulaire autour du trou noir avant d'en être éjecté. Imaginons que je sois dans un vaisseau spatial près du trou noir. Si je regarde de côté par un autre hublot, qu'est-ce que je verrai? Alors de côté, on voit la chose suivante. Là, je regarde sur la droite par rapport à l'image précédente. Donc moi, je suis en train de me diriger vers une direction qui est à gauche de l'écran, et la direction d'où je viens, elle est sur la droite. Et donc,
Les objets qui sont plutôt sur la gauche de l'écran sont plutôt devant moi, les objets qui sont à droite de l'écran, ils sont plutôt derrière moi, et comme je suis en train de tourner, on voit ces objets transiter de gauche à droite. Et comme les objets passent de devant à derrière, on voit leur luminosité s'atténuer considérablement, ainsi que leur couleur qui varie et qui devient de plus en plus rouge. Et donc c'est à nouveau l'illustration de ce phénomène de décalage vers le rouge quand l'objet passe derrière nous. On a beaucoup tourné autour de ce trou noir, et si on décidait de se sacrifier pour Science et Avenir et d'y aller directement, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, ça serait un sacrifice un peu inutile, parce que quand bien même on survivrait au passage à l'intérieur du trou noir, on n'aurait pas les moyens d'envoyer son article au journal pour dire ce qui se passe. Donc de toute façon, c'est plutôt pour satisfaire sa curiosité personnelle qu'on ferait ça. Alors si on allait droit vers le trou noir, au début il ne se passe rien de particulier, le trou noir devient de plus en plus gros puisqu'on s'en rapproche, et le fond du ciel devient de plus en plus lumineux. Donc ça c'est normal. Maintenant il y a un moment où je vais atteindre ce point de non-retour, c'est-à-dire que je vais entrer dans la région d'où je ne peux plus ressortir. Alors ce point de non-retour là, il ne se traduit pas par un effet observable. On ne peut pas le repérer. Non, on ne peut pas. C'est exactement comme un nageur qui voudrait traverser une rivière en aval de laquelle il y a une chute d'eau. S'il se met trop près de la chute d'eau, il y a un moment donné où il ne pourra plus revenir sur la rive et où il est inéluctablement voué à aller dans la chute d'eau et à mourir. Mais le moment où il s'approche de trop près ne se traduit pas par un effet observable. Et ici, c'est exactement la même chose. Et donc, dans la simulation, voilà, on représente par un flash vert le moment où on franchit ce point de non-retour, et il n'y a rien de notable qui se passe entre avant et après ce moment-là. Désormais, nous sommes condamnés. Voilà, désormais nous sommes condamnés. Là, on a arrêté l'image, mais évidemment, on continue à progresser vers le centre. Mais nous sommes condamnés. C'est-à-dire que si on essayait de faire demi-tour et qu'on regardait derrière nous, eh bien, on verrait un peu ce que aurait vu notre astronaute au bout de son élastique, c'est-à-dire qu'on verrait peu à peu le ciel, enfin en tout cas l'horizon du trou noir nous envelopper, sauf que on atteindrait le centre du trou noir avant d'arriver à sortir du trou noir, et on serait à ce moment-là détruit par ces effets de déchirement créés par le champ gravitationnel. Et donc voilà, au bout d'un moment, le trou noir il devient de plus en plus gros, donc il occupe tout l'écran, donc là c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe si on regarde sur le côté. Donc si je remontre la même séquence en me plaçant sur le côté, donc là je regarde du côté droit, je suis en train de tomber sur le trou noir qui est à gauche ici. Donc au début il se passe rien de notable, si ce n'est que j'ai l'impression que les étoiles avancent ici. Donc ça c'est le phénomène d'aberration qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que comme j'accélère vers la gauche, j'ai l'impression que les objets qui étaient sur la droite passent devant moi. Et puis sur la gauche de l'image, je commence à voir un ciel de plus en plus lumineux. Là, je vois apparaître la région sombre qui délimite la silhouette du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'horizon. Et à mesure que le temps passe, en fait, j'ai cette impression très bizarre du ciel qui me tombe littéralement sur la tête et qui devient extrêmement sombre avec une seule région qui elle est extraordinairement lumineuse, qui est entre donc l'horizon du trou noir et le ciel. Désormais nous sommes perdus. Voilà, désormais nous sommes perdus. On a vu le petit flash vert qui signale le passage de l'horizon, qui n'existe pas en réalité, qui est juste là pour montrer à quel moment ça se produit. Et la dernière chose que l'on voit, c'est ceci, avec un ciel très sombre d'un côté parce que c'est le trou noir, un ciel très sombre de l'autre parce que le ciel est très décalé vers le rouge, donc il n'y a plus de lumière, et juste un cercle extraordinairement lumineux qui nous entoure. Et c'est ça la dernière chose que l'on voit avant de heurter le centre du trou noir, où on est inéluctablement détruit. En science-fiction, certains trous noirs permettent de passer d'une région de notre univers à une autre. Est-ce que c'est possible? Alors, passer d'une région à l'autre de l'univers, c'est probablement pas possible. Ce qui se passe, c'est que les trous noirs ne sont pas forcément des impasses où on est voué à une mort certaine. C'est-à-dire que dans certains cas, un trou noir peut être une sorte de point de passage d'un endroit à un autre. Mais ces deux endroits ne peuvent pas être dans le même univers. Parce que s'ils étaient dans le même univers, en fait, on pourrait aussi s'en servir de machine à remonter le temps. Et ça, on a toutes les raisons de penser que ça n'est pas possible.
Par contre, il est tout à fait possible, au moins en principe, qu'un trou noir permette de passer d'un univers à l'autre. Alors de tels objets, on n'appelle plus ça des trous noirs, mais on appelle ça des trous de verre. Et il semble que de tels objets puissent exister, au sens où quand on regarde la structure mathématique des équations qui décrivent les trous noirs ou les trous de verre, on ne trouve pas d'incohérence dans ces configurations de trous de verre. Donc, la théorie n'interdit pas l'existence de ces trous de verre. La théorie n'interdit pas. Mais elle ne dit pas s'ils existent et elle ne dit pas comment ils pourraient se former. Or, quand maintenant on essaie de regarder quelles devraient être les conditions pour que ces objets se forment, on n'arrive pas à trouver de situations qui sont favorables à leur formation. Donc on a des objets qui sont finalement très théoriques puisqu'ils peuvent exister, mais on a de bonnes raisons de penser qu'ils n'existent pas. Maintenant, si on rentrait dans ce trou de verre, qu'est-ce qu'on verrait? Est-ce qu'on sait ce qu'on verrait? Oui, on sait. On peut calculer ce qu'on verrait. Donc si on reprend l'épisode de l'astronaute qui décide de plonger dans un trou noir, dans un premier temps, il verrait exactement la même chose que dans un trou noir. Mais au moment où il arriverait à l'horizon du trou noir, c'est-à-dire qu'il franchirait ce point de non-retour, au lieu d'être voué à une mort certaine, il verrait en fait apparaître un autre univers. Et cet autre univers, il aurait peut-être l'espoir de le visiter. Mais ça, c'est une autre histoire.